avant d'enchaîner avec la séance de psychiatrie, salam alaikum, j'aimerais bien vous annoncer que bientôt, le 24-25 octobre, Inch'Allah, l'AMECO, en collaboration avec Tawassul Serhi, organise, bien sûr, en collaboration aussi avec l'Université de médecine et l'ICESCO, organise, comme vous savez, le premier congrès maghrébin en langue arabe sur la communication, sur l'éducation thérapeutique. Donc vous êtes tous invités. Marhaba bikoum, l'accès est gratuit. Seulement, s'il vous plaît, on aimerait bien que vous faites l'inscription par le lien avant le 22 pour la logistique. Donc, bienvenue. Je pense que c'est le premier congrès en arabe. Et c'est un congrès qui va toucher surtout la communication, l'éducation. Vous savez tous l'intérêt de ce thème. Et l'éducation thérapeutique, je pense, à partir de cette année, elle est blindée du module de la faculté de médecine. Donc, n'oubliez pas le lien, s'il vous plaît, sur l'inscription. Oustad Hamawi, marhaba, donc vous connaissez le professeur Hamawi Youssef, Hamawi, que vous savez tous, donc il était toujours partant pour la formation médicale continue, pour votre nom, au nom de tous les organisateurs de ce congrès. Je le remercie pour sa présence. Je tiens absolument aussi à remercier tous les participants qui sont venus de loin et de près. Je remercie les laboratoires Sotema pour leur soutien et leur sponsoring de cette séance. Donc on va parler de dépression et diabète et vous savez, la morbidité psychiatrique, et surtout pour les médecins généralistes, donc il y a pas mal de choses qu'on rencontre tous les jours et parfois peuvent constituer des sites d'appel où il y a plein de choses. Je pense avec le professeur Hamawi, on va découvrir beaucoup de choses. La parole est à vous. Merci, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un vrai plaisir à chaque fois d'être ici. J'aimerais remercier les membres de l'ADN. Quoi dire, quand je vois le niveau, tout ce que j'arrive à voir au cours de toute cette année, les années passées, mes amis, il y a de quoi être fier. Franchement, il y a de quoi être fier. Le niveau est en train de grimper d'une manière magnifique, et tout ça pour l'intérêt général de notre population. On discutait hier lors d'un dîner, les amis me disaient que Tihamtou les Français, quand on discutait à l'heure, c'est magnifique, c'est magnifique. Je remercie aussi les laboratoires Sotema qui m'ont permis d'être ici. Alors, Dr Sqat m'a demandé de parler de dépression et diabète. Depuis tout à l'heure, j'entends ce qui se disait, la douleur. Mon ami tout à l'heure a parlé, il y avait une belle diapo au démarrage, le melh skar, le melh mouch. Alors, imaginez, quand on parle de diabète, on ne peut pas ne pas parler du côté psychologique. On sait, il y a même, là c'est connu depuis longtemps, je vous laisse lire, mais on sait, il y a des expressions chez nous. Par exemple, مدوش معاه رفيه السكر. عندك رفيه السكر، كيتعصب حيت عنده السكر. Il y a même, on peut passer, vous savez, on peut griller un feu rouge, on n'aura pas de PV si on dit qu'on est diabétique. Je vous assure, tellement, il y a un policier qui m'avait rapporté ça. La notion de scar, de diabète, est liée au côté, on s'emporte psychologiquement. On a le droit d'être stressé. C'est tellement connu depuis très longtemps comme quoi le diabète entraîne un impact psychologique, dont autre la dépression. Je vais essayer, Inch'Allah, aujourd'hui de vous parler aussi de l'interaction bidirectionnelle, dans les deux sens, que la dépression aussi donne du diabète. Alors, ce qu'on va voir, on sait que, bon, j'en ai parlé à maintes reprises, que la dépression est sous-diagnostiquée partout, en population générale. Je m'amuse à faire quelques chiffres. Chez nous, par exemple, on est aux alentours de 1% de la population dépressive qui est sous traitement. Moins de 1%. Imaginez les 90%, 99% sont dans la nature. Quand il s'agit de diabète, on dit que c'est normal d'être mal. Le diabète en lui-même, c'est tout à fait normal d'être un petit peu tendu, un petit peu énervé, un petit peu déprimé, triste, pleurer, c'est tout à fait normal, on tolère. Messieurs, dames, non. La dépression est bien une maladie qu'il faut traiter et qui engage le pronostic de ces diabétiques.
Elle est effrayante cette diapo. Oubliez-la, elle est effrayante, mais je voulais juste vous montrer un truc. Regardez-moi, oubliez la diapo. On sait que depuis 2000, l'OMS et la Banque mondiale avaient dit qu'en 2020, les insuffisances coronaires seraient en tête des maladies les plus invalidantes et les plus coûteuses, suivies de la dépression en deuxième position. Elle serait la première dans le tiers-monde et chez la femme. Là, dans ce tableau, c'est en 2030, la dépression serait en tête. Je pense les prévisions de 2000, en 2015, on y est déjà. Je pense que la dépression, si elle n'est pas deuxième, elle est déjà première. Ce qui est intéressant, regardez la dépression. Là, elle passe en 2004 de la troisième position première. Le diabète, qui était en 19e position, va passer en 10e position aussi. Et ça, c'est important. Alors, j'attire toujours l'attention. Diabète, c'est une cause organique, c'est une maladie organique. La dépression l'est aussi. C'est pas rien. Regardez le cerveau normal, live, in vivo, le PET scan, quand on voit le fonctionnement cérébral d'une personne normale, et quand elle déprime, on a le cerveau qui est pratiquement éteint, en hypofonctionnement, plusieurs zones éteintes. Alors quand on demande, regardez une autre image, là c'est une IRM fonctionnelle, on demande des tâches au patient, on voit le fonctionnement direct de son cerveau. La même personne, quand elle déprime, le cerveau est éteint. Regardez ces structures au milieu, qu'on appelle l'amygdale, chef d'orchestre des émotions, c'est enflammé. Zone de la peur, zone des émotions, c'est enflammé. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire que c'est une incapacité. C'est pas un manque de volonté. On ne va pas dire à un dépressif, secoue-toi, qu'est-ce qui te manque, fais un peu de sport, fais ceci. Il ne peut pas si on ne traite pas. C'est comme si on dit à un diabétique, mais qu'est-ce qui te manque? Tu as une glycémie à 2 ou à 3, secoue-toi un petit peu, évite là, évite un truc et ça va marcher. Il faut traiter. C'est exactement pareil, la dépression. Alors, une autre image, là c'est chez l'animal, neurones de l'hippocampe, cellule pyramidale, 3 semaines de stress, regardez ce qui se passe. Regardez l'arborisation dendritique avant et l'arborisation dendritique après. Quand on va mal, nos neurones ressemblent à ça. Au bout de 3 semaines. Imaginez ce qu'en est-il au bout de plusieurs mois et d'années de stress. Je passe maintenant, il y a un truc intéressant que j'ai voulu partager avec vous avant de plonger dans le diabète et dépression. C'est ce qu'on appelle télomère. C'est très en vogue, c'est d'actualité, beaucoup de papiers en 2015. C'est quoi les télomères en fait? Les cellules se reproduisent, se recopient régulièrement jusqu'à la fin de nos jours. Mais les copies, quand on copie toujours les brins d'ADN pour fabriquer des enzymes, des protéines, multiplication cellulaire, etc. Mais on risque de grignoter sur le bout. Si on grignote, on perd l'espèce. Si on perd un bout de notre patrimoine génétique, c'est toute l'espèce qui est perdue. Ce qui fait, la nature a bien fait les choses, il y a ce qu'on appelle des télomères. C'est une zone non codante des bases, répétition de bases. Donc, plus les cellules se multiplient et plus les brins d'ADN se recopient, plus on grignote sur ces télomères jusqu'au moment où il n'y en aura pratiquement plus, et c'est le vieillissement. Et à la fin, c'est l'apoptose, le suicide cellulaire. Si je vous en parle, c'est tout simplement... Il y a même un truc utopique. Certains scientifiques aujourd'hui, en Chine, au Japon, aux États-Unis, osent dire, c'est très prétentieux, utopique, osent dire, donnez-moi un prélèvement de votre sang et je vous donnerai votre espérance de vie. Abstraction faite des accidents et des maladies. Si vous avez des télomères longs, vous êtes censé vivre plus longtemps. Maintenant, si je vous en parle, c'est que la dépression réduit ces télomères. La dépression et le stress chronique réduisent la longueur de ces télomères. Ça veut dire que peut-être la dépression fait vieillir plus vite. La dépression tue par ça, réduit l'espérance de vie à cause de ce problème. J'ai cherché des travaux sur diabète et télomères, j'en ai pas trouvé. Il y a énormément de travaux sur dépression et télomères. Regardez quand il y a une pathologie organique. Quelle est la prévalence de la dépression? Elle est multipliée par 2. Le diabète est une maladie organique. Quand il y a une douleur chronique, tout à l'heure il y avait une présentation sur la douleur, la dépression est multipliée par 3, 3,5. Le dépressif amplifie la perception de douleur. La douleur est perçue de manière exagérée. Et quand vous avez
pathologie organique plus douleur, et c'est le cas du diabète qui peut entraîner de la douleur, on peut aller jusqu'à 5 fois plus de risque de dépression. Il y a 2 travaux que j'avais publiés là-dessus. Là, quand on abstraction faite des autres variables, qu'est-ce qu'il y a? C'est que la dépression est véritablement un facteur de risque de diabète type 2. La dépression entraîne le diabète type 2. La dépression augmente aussi le nombre et la gravité des complications. Dépression plus diabète, on aura plus de complications cardiaques, plus de rétinopathie, plus de biais diabétiques, plus d'autres complications. Et aussi, bon, il y a des chiffres entre 30 et 60%, mais il y a d'autres chiffres beaucoup plus importants que ça. Dans un autre travail, c'est que les personnes atteintes de diabète ont 2 fois plus de dépression que le reste de la population générale. Vous allez me dire que c'est normal, il faut traiter. C'est que c'est pas normal, ça aggrave, ça engage le pronostic vital. La combinaison des 2 pathologies augmente le nombre de complications des diabètes, augmente le risque suicidaire aussi. Le risque de dépression est plus important chez le diabétique. En fonction de ces facteurs-là, vous avez le niveau scolaire, le statut marital, divorcé, célibataire, quand il y a peu de soutien social. Il y a quelques travaux récents actuellement qui montrent que le fait d'avoir un cercle social, le fait de s'ouvrir, de se faire des amis, le fait de parler aux autres, peut nous préserver, nous protéger de la dépression, peut réduire notre niveau de stress. Si vous voulez, aimons-nous. Ce genre de réunions, les dîners, les sorties, les tables rondes, c'est scientifique, on apprend, mais on se protège en même temps. C'est dingue, c'est un truc assez intéressant. En même temps, on apprend, mais c'est très protecteur psychologiquement parlant. Les événements de vie négatifs multiplient par 6 le risque de dépression. Et puis, vous avez parmi les diabétiques, quand il y a dépression, il y a plus de plaintes somatiques. Si vous voulez, à chaque fois qu'un diabétique se plaint beaucoup, pensez dépression. Cherchez à dépister la dépression. Vous connaissez votre patient très bien, il a l'habitude de venir, mais quand vous sentez qu'il y a beaucoup de plaintes récemment, vous traitez symptomatiquement, mais il y a toujours des plaintes. Cherchez la dépression. Une étude, ce qui est intéressant dans l'étude de CA, c'est le suivi, c'est une étude prospective, le suivi sur 13 ans. Au départ, ils n'avaient rien, ces patients-là. Au bout de 13 ans, on a remarqué ceux qui avaient déprimé, par la suite, avaient un risque multiplié par 2 d'avoir en plus un diabète. Et quelle que soit l'abstraction faite des autres variables, et aussi dans des méta-analyses où on regroupe toutes les études qui existent, le risque est augmenté de 37%. Alors, on sait maintenant, le diabète entraîne la dépression. La dépression majeure, le diabète augmente le risque par 2, voire par 3 d'avoir une dépression. La dépression entraîne aussi le risque d'avoir. Et ce lien bidirectionnel qui paraît incompréhensible, on va en parler tout à l'heure. Alors, il y a le type 2, toujours ça sort, le diabète type 2. Tout à l'heure, je posais la question à mon ami Nordin Scott sur le nombre, sur la prévalence, c'était 6,6, je pense. En 2000, on est passé à 12, voire 14. On est aux alentours de entre 3 et 4 millions de Marocains qui sont diabétiques. Jusqu'à 4 millions de Marocains qui sont diabétiques. C'est énorme. Et vous avez 9 millions de Marocains qui sont dépressifs. C'est encore plus énorme. Imaginez l'interaction des deux et le risque vital, les complications, le coût de la santé et tout le reste. Si je vous en parle, regardez ces études, qu'est-ce qu'ils montrent? Quand on prend toutes les pathologies organiques, ici, quelques pathologies organiques, on voit leur impact sur l'état de santé, la qualité de santé des gens. Toutes les maladies impactent, baissent la qualité de santé. Vous avez le diabète, il impacte beaucoup plus que les autres, mais la dépression encore plus. Et quand les deux s'associent, l'impact est phénoménal. On perd presque la moitié de nos qualités, de nos capacités. Le coût, l'association, vous allez me dire, c'est normal. Quand il y a diabète, plus dépression, augmentation du traitement, augmentation des hospitalisations, augmentation des fréquentations des urgences, ça par contre c'est intéressant. La dépression, elle tue. Elle tue par suicide, j'en ai parlé dernièrement dans le congrès MG Maroc, une augmentation de 1,5 à peu près. Mais il tue aussi par d'autres moyens, augmentation de la morbidité. Le diabète tue plus que la dépression.
jusqu'à 2 fois plus. Mais quand les deux s'associent, dépression et diabète, vous avez plus que 3 fois plus d'augmentation de mortalité. Alors, est-ce qu'on doit dépister et traiter ou non ces dépressions? Des personnes normaux, non diabétiques, quand on voit leur courbe de survie, avec le temps, elle baisse et c'est normal. Maintenant, en fonction des symptômes, on ne fait pas d'entretien psychiatrique structuré, juste une échelle distribuée. Plus vous avez de symptômes dépressifs, plus la courbe de survie fléchit encore plus. Mais quand il s'agit de diabétique, la courbe fléchit d'une manière phénoménale. On perd des années de vie. Je parlais tout à l'heure des patients qui se plaignent, les patients qui ont des symptômes physiques qui se plaignent. Un diabétique a l'habitude de rapporter ce genre de symptômes, mais mains et pieds froids, engourdissement, douleur des mains et des pieds, polyurie, faim excessive, soif, tremblement, vision floue, sentiment de faiblesse, somnolence. Tous ces symptômes, les patients nous les rapportent presque quotidiennement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a dépression par rapport au non-dépressif chez ces diabétiques, le risque est multiplié entre 2 et 5 fois plus d'avoir ces plaintes somatiques. Un diabétique qui se plaint beaucoup, cherchant la dépression chez ces gens. Plusieurs auteurs aussi avaient montré que la dépression entraîne un mauvais contrôle glycémique. Et vous savez, les fameux patients diabétiques chez qui on a tout essayé et vous avez toujours une hémoglobine glyquée qui est horrible et plein, ils sont toujours non stables et quoi qu'on fasse et on associe des traitements pensant dépression. La dépression déstabilise le diabète. Et des fois, il suffit de traiter la dépression pour retrouver un équilibre glycémique. Et ça, plus on fait, la taille de cet effet augmente, plus on fait d'entretien psychiatrique structuré, le diagnostic bien fait, plus l'effet augmente. L'effet a été prouvé juste sur quelques questions, à travers Internet, à travers un questionnaire simple. Ce n'est pas un diagnostic. Et ça a montré ça. L'hémoglobine glyquée chez les sujets diabétiques sans dépression par rapport aux sujets avec dépression, suivi sur 9 ans, tous les trimestres, évaluation tous les trimestres. Et quand on est dépressif, regardez l'équilibre glycémique, comment il est. C'est dire que quand on dépiste et traitant la dépression, on peut améliorer le pronostic de ces gens. Alors, une étude assez intéressante sur le fonctionnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces auteurs? Ils ont pris des patients et on leur a demandé de faire des tâches habituelles de la vie courante, s'occuper de leur maison, s'occuper de leur travail, faire le ménage, faire de l'ordre, faire des courses, etc. Des tâches habituelles. Et on a évalué l'impact de la maladie sur leur fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que le diabète a un impact négatif 3 fois plus sur le fonctionnement. La dépression, 2 fois plus. Il y a énormément d'études qui montrent que la dépression impacte beaucoup plus que les autres pathologies. Mais pourquoi je vous parle de ça? Juste que l'association des deux, c'est 7 fois plus. La personne perd 7 fois moins ses moyens, ses capacités fonctionnelles. 7 fois moins. Alors qu'il suffisait de dépister et de traiter. Comment on peut expliquer ça? On a vu que c'est fréquent. La dépression entraîne 2 fois, voire 3 fois plus de diabète. Le diabète entraîne 2 fois, voire 3 fois plus de dépression. Mais comment on peut expliquer ça? Il y a quelques hypothèses. Tout à l'heure, on parlait d'insulinorésistance. Alors, la dépression active de manière excessive l'axe corticotrope. Vous avez le cortisol, l'hormone de stress par excellence, et on sait le rôle du cortisol dans le métabolisme glucidique. Vous avez les autres hormones de stress, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, qui flambent dans la dépression et le stress. Mais vous avez aussi tout ce qui est inflammatoire dans la dépression, les cytokines, le système sérotoninergique. La sérotonine est un neuromédiateur de l'appétit, qui régule l'appétit. Autre chose, c'est qu'il y a pas mal de papiers de généticiens qui montrent qu'il y a des facteurs génétiques communs qui expliquent les symptômes, le chevauchement des symptômes entre les deux troubles. Et vous avez aussi, bon, certains ont même osé parler de syndrome métabolique de type 2. La dépression serait aussi un syndrome métabolique.
Autre chose, c'est que la dépression, quand on déprime, quand on va mal, on prend plus soin de soi-même. Ça veut dire qu'on mange n'importe comment, on est sédentaire, on fume peut-être beaucoup, on boit beaucoup, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire, une très mauvaise hygiène de vie. Rien que ça ouvre la porte à du diabète. Vous savez que c'est exactement les facteurs de risque du diabète. Mais même si diabète il y a, quand il y a dépression, on ne prend pas son traitement régulièrement, une mauvaise adhérence au traitement. Il y a même certains qui se laissent aller, refusent les injections d'insuline, comme un syndrome de glissement. De l'autre côté, qu'est-ce qui fait que le diabète entraîne la dépression? On sait que avoir une annonce pareille, recevoir un tel diagnostic, c'est un coup de massue. Mais Big Malik, tu apprends que tu es diabétique. On peut développer un état de stress post-traumatique à l'instant, mais on peut pendant longtemps souffrir, le temps de s'adapter, et bienvenue la dépression. Ça, c'est déjà l'annonce du diagnostic. Abstraction faite de ce côté-là, le handicap lui-même, on a vu que le diabète fatigue. Le diabète entraîne beaucoup d'impacts fonctionnels. Et donc tout ça peut ouvrir la porte à l'épuisement et à la dépression. Le diabète entraîne de la douleur. Et la douleur ouvre la porte de la dépression. La dépression entraîne la douleur et la douleur entraîne la dépression. Autre chose, c'est les contraintes. Dire à quelqu'un du jour au lendemain, tu ne vas plus manger ceci, tu ne vas plus goûter à cela, toutes les bonnes choses. Vous imaginez? Toutes les bonnes choses deviennent interdites. J'ai adoré la dernière diapo où il y avait les deux plats magnifiques. Imaginez dire à quelqu'un, tu n'y touches pas. Imaginez ça. Il y a de quoi. Exact. Il y a de quoi déprimer. Rien que ça, il y a de quoi déprimer. Les contraintes du traitement, s'injecter, apprendre à un enfant de se piquer chaque jour. Imaginez l'impact. Rien, faites un dextro. Il faut se faire ce genre de choses. Mais on est censé le faire régulièrement, et les prélèvements et tout le reste. Rien que ça, ça ouvre la porte à un impact. Alors la dépression entraîne, bien entendu, des modifications biologiques et comportementales, et aussi va rompre l'homéostasie. On a vu le rôle du cortisol, le rôle des catécholamines, des cytokines, etc. Et tout ça va induire le diabète. Peut induire le diabète. Mais le diabète lui-même va aggraver, chroniciser la dépression. Alors, ce cercle, cette boucle fermée, je l'ai démarré par la dépression, profession oblige, je suis psychiatre, mais on aurait pu démarrer par là. Diabète entraîne la dépression. Regardez ce qui se passe. Maintenant, on a vu l'interaction entre les deux, quelques hypothèses explicatives, mais comment ça apparaît, à quel moment juste? Les études avaient montré que, par exemple, les insulinodépendants, la dépression, souvent, elle apparaît après l'annonce du diagnostic. Après l'insulinodépendance, souvent, ce type de diabète, on le découvre très tôt. Et la dépression survient après, une moyenne d'âge de 22 ans de diagnostic de dépression. Mais le diabète non insulinodépendant, des études avaient montré que la dépression a démarré avant, parfois non diagnostiquée. Et le diabète a mis en évidence tout ça. On ne sait pas, est-ce que, à ce moment-là, c'est la dépression qui a entraîné le diabète, ou c'est l'inverse, ou c'est les deux en même temps. Il y a des moments, certains moments où il faut faire très attention chez un diabétique. Vous avez par exemple la découverte des complications. Un diabétique suivi jusque-là, et on va lui dire, tiens, on a découvert chez toi une rétinopathie, l'ophtalmo d'après le bilan, ou une néphropathie, ou je ne sais pas, une cardiopathie ou autre. Ce genre de découverte, il faut s'attendre à une fréquence plus élevée de dépression. Oser dépister, chercher, guetter la dépression chez ces gens-là. Même si le dépistage est négatif, rapprocher les rendez-vous à ce moment-là. Et puis, la découverte du diabète type 2, on a dit que l'interaction entre les deux, à quel moment? Et le passage à l'insuline. Un diabétique, on peut lui dire, c'est juste le régime. Juste réduis ton poids.
Et puis au bout de quelques temps, on va lui dire non, il faut que tu fasses des injections, et même 2 fois par jour. Il y a de quoi déprimer à ce moment-là. Ces moments-là, c'est important. Alors, il y a des facteurs de risque. Vous avez le sexe féminin, la femme est plus touchée par la dépression. Chez le diabétique, l'homme est très touché. Vous avez les comorbidités avec les autres pathologies, augmentent encore plus le risque de dépression. Les complications de la portée de la dépression. Le dépistage est simple. Rappelez-vous, je vais en parler, dire juste un mot, je suis à la fin. Des échelles d'évaluation, on peut utiliser, les laboratoires peuvent distribuer des trucs, des carnets où il y a des échelles simples, mais on peut s'en passer. Si un dépistage négatif, ça ne veut rien dire. Avec un diabétique, il faut toujours répéter à chaque consultation. Regardez les 2 fameuses questions simples. Durant le mois passé, avez-vous ressenti un sentiment d'épuisement, de dépression ou de désespoir? Posé dans le langage du patient, se rapprocher du patient. Et sur l'intérêt, les choses que tu as l'habitude de faire, les choses que tu aimes. La dernière fois que tu as fait ça, est-ce que tu as l'impression que rien ne t'intéresse comme avant? Si vous avez un oui pour une de ces questions, vous êtes peut-être face à un cas de dépression qu'il faut traiter. Alors, avant de conclure, je vous parle depuis tout à l'heure de dépression, je vais peut-être vous surprendre. Les antidépresseurs peuvent donner du diabète aussi. Vous allez me dire, vous nous parlez de dépression, mais sachez que, par honnêteté, les antidépresseurs aussi peuvent donner du diabète. Lié à une augmentation. Quel type d'antidépresseurs? Essentiellement, ceux qui font les études avaient montré qu'il y a 3 molécules qui sortent du lot, particulièrement l'amitriptyline, le laroxyl. Chez nous, le laroxyl est très prescrit. Dans l'IMS, j'ai vu, c'est entre 14 et 15% des prescriptions. Très prescrit par les généralistes. Il peut entraîner aussi le diabète. Je ne parle pas des autres. Les antipsychotiques entraînent aussi le diabète. Les antipsychotiques sont à faible dose ou à forte dose. Donc, prendre en considération ce genre de choses. Des explications comme le gain de poids. Quand on prend du poids, on peut ouvrir la porte à du diabète. Alors, pour résumer, une présence de dépression aggrave le pronostic des patients. Donc, la prise en charge du contrôle glycémique est moins bonne. Vous avez vu l'hémoglobine glyquée, comment il est. En plus de ça, le risque des autres complications comme les neuropathies, tout à l'heure on parlait, les néphropathies, rétinopathies, que ce soit macrovasculaire, microvasculaire, etc. On a parlé des télomères, réduire la survie, la sensibilité à la douleur augmente, neuropathie. Des fois vous avez des dépressifs, des diabétiques avec. Vous allez poser le diagnostic de neuropathie et vous donnez des antalgiques, mais la douleur est perçue de manière exagérée, vous avez envie de passer au morphinique. Pensez juste dépression. La sérotonine agit dans l'axe de la douleur. Le risque de maladie coronarienne augmente. La dépression augmente le risque cardiaque par 2, voire par 5 dans certaines études. La dépression augmente la mortalité des cardiaques par 5. La qualité de vie est altérée, bien entendu, il y a risque de handicap chez les deux, surmortalité quand il y a comorbidité des deux, et puis l'existence d'une dépression est le meilleur facteur prédictif de décès et d'hospitalisation chez un diabétique. Alors en conclusion, on ne doit pas dire que c'est normal. Un diabétique, un diabétique, c'est normal, il va mal, non. Cherchons autre chose. Parce que s'il fait ça sans diabète, on va chercher facilement la dépression. Mais quand il y a diabète, on met tout ça dans le diabète. Non, cherchons. Informer le patient des risques. Dépistage est simple. Rappelez-vous les 2 fameuses questions sur l'humeur et sur l'intérêt et le plaisir. Et puis un traitement adéquat et bénéfique pour la dépression, mais aussi pour le contrôle glycémique. Vous allez voir quand vous instaurez un traitement, même la glycémie s'améliore et on peut réduire le traitement diabétique. Je vous remercie. Merci, professeur Hamaoui, pour cette excellente présentation. Merci d'avoir respecté le temps. Nous avons encore quelques minutes, 3 ou 4 minutes, et nous prenons 2 ou 3 questions. Je remercie le professeur Hamaoui pour cet excellent exposé.
J'arrive pas à voir la personne, désolé. Je remercie le professeur Hamaoui qui nous a donné cet exposé excellent, qui nous a appris beaucoup de choses. Et je voudrais dire à propos de l'introduction, un médecin britannique il y a 300 ans a dit que le diabète provoquait une dépression. Moi je vous informe qu'un médecin arabo-musulman, en l'occurrence Ibn Tufayl al-Andalusi, a parlé du diabète il y a 1000 ans. Et il a parlé du changement de comportement du diabétique il y a 1000 ans. هناك مخطوط في رسالة القرويين موجودة طبية فيها 7700 بيت. وفي هذه الموجودة الطبية يتكلم ابن طفيل الأندلسي عن عدة أمراض بما فيها الربو الغازل وبما فيها داء السكري. ويقول عن داء السكري في مطلع موجودته: تعرف ذي العلاج باليوناني لا يضيق في منطق اللسان، وهي التي يشرب فيها الماء وليس للجوف له بقاء، تخرج من كلاه بلا تنوين، تخرج من كلاه بلا تنوين كأنه مغادر في الحين. Il donne le diagnostic positif du diabète avec tous les symptômes de la polyurie, de la polydipsie, de la polyphagie. Et durant tout son exposé, Ibn Tufayl al-Andalusi, il y a 1000 ans, apparaît aussi du changement de comportement de ces diabétiques. Avoir Rizal al-Qarawi, en l'occurrence demain, si c'est possible, lors de leur visite et lors de leur activité socio-culturelle, si c'est possible de voir cette Konjouza qui est unique dans le monde. Il n'y a pas un autre manuscrit dans le monde, à part ce manuscrit-là, qui existe à la bibliothèque Qarawi de Fès. Je vous remercie. Merci pour l'information. La parole au docteur Nisrine. Oui. Peut-être juste un commentaire avant. J'aimerais, cher ami, te remercier. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, de m'apprendre. Je t'assure que j'ai cherché des auteurs arabes. L'erreur, c'est que j'ai beaucoup cherché Ibn Sina. J'avais vu un film et lire des choses. J'ai cherché Razi, j'ai cherché les noms que j'ai l'habitude de connaître. Ibn Tufayl, non. Et je me disais, ça devait exister. Je n'ai pas trouvé, mais bon, si tu as remarqué, ça figure dans la diapo, j'en ai pas parlé, je n'ai pas mentionné le nom de la personne. J'en suis sûr qu'il y avait quelque chose, mais merci beaucoup de m'avoir apporté cette information. Docteur Nisrine. Merci Oussad pour ce magnifique exposé, mais moi, si je me souviens, depuis que j'étais étudiante, vous nous gâtez tout le temps avec des informations magnifiques, des exposés magnifiques. Donc ma question, puisqu'il y a des molécules qui interagissent et qui font augmenter la glycémie, ben, en l'occurrence, c'est quoi la molécule qu'il faut donner le plus, qu'il faut adapter le plus? Ah, ça c'est une question piège. Et ce que je vois au fond de la salle, des gens de laboratoire, etc., c'est vraiment très question piège. D'abord, ma chère amie, tu me fais vieillir quand tu me dis ça. Écoute, tous les molécules se valent et vous m'avez toujours entendu dire cette phrase. Tous les molécules se valent. On n'est pas là pour vendre, c'est leur travail. Tous les molécules se valent. Scientifiquement, je vous ai dit qu'il y a quelques publications. Une, je l'ai mentionnée, il y a la référence dans la diapo, que vous pouvez prendre de ce poste, où on montre que 3 antidépresseurs sont liés à une augmentation du diabète type 2, où on insiste particulièrement sur l'amitriptyline, mais il y a la paroxétine et l'avant-lafaxine. Donc, si vous voulez répondre, ça ne veut pas dire que ces 3 molécules ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire que si on prend une de ces 3 molécules, on aura un diabète. Là, c'est une étude qu'il faut guetter. Quand on est censé donner quelque chose, on le donne, mais on fait notre travail de médecin. Si vous voulez les autres avec le moindre risque,
c'est toutes les autres molécules en dehors de ce point. Merci Oustad Hamaoui, merci à l'assistance dans les contrats. On va pour respecter les séances qui vont arriver. Merci. Merci à tout le monde. Thank you.